Le jour où j'ai remis les clés de ma pharmacie au jeune couple qui me rachetait l'affaire, j'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes. Pas de tristesse, de soulagement. 38 années passées derrière ce comptoir à Lyon, 38 années de lever à 6 heures, de week-end de garde, de Noëls abrégés parce qu'une cliente avait besoin de son ordonnance, et enfin, à 63 ans, cette liberté que je m'étais promise depuis si longtemps. Je m'appelle Marguerite, et cette liberté, je l'avais convertie en pierre grise, en volets bleus et en vue sur l'Atlantique. La maison se trouvait à quelques kilomètres de Quimper, en Finistère. Une ancienne ferme bretonne rénovée avec soin, 3 chambres, un jardin en terrasse descendant vers un chemin qui menait à la mer. Je l'avais visitée une seule fois avant de signer, un matin de mars où la pluie fouettait les vitres et où la lumière du ciel était quand même d'une beauté à couper le souffle. Bernard, mon compagnon depuis 4 ans, m'avait regardé poser la main sur le vieux mur de granit et il avait su. Il avait simplement dit « C'est elle ». Nous avions raison tous les deux. J'avais passé l'hiver à la rénover, à choisir chaque détail, à apprendre les noms des artisans locaux, à comprendre ce que le mot « courant d'air breton » signifiait vraiment. Au printemps, elle était prête. Les chambres sentaient le bois ciré, la cuisine en chêne massif brillait sous la lumière du matin, et la terrasse en ardoise offrait un panorama que je n'arrivais toujours pas à contempler sans ressentir quelque chose de proche de la gratitude. Ma fille Sophie était venue m'aider à installer les meubles en avril. Nous avions bu du cidre sur la terrasse à 22 heures, enveloppés dans des plaids, à regarder les dernières lumières disparaître sur l'horizon. Elle avait posé sa tête sur mon épaule comme quand elle était petite. « Maman, tu le mérites tellement. Cette maison, c'est toi. » Je n'avais rien répondu, mais j'avais gardé ce moment quelque part dans ma poitrine, comme un trésor. Mon fils Édouard avait réagi différemment. À 41 ans, cadre dans une entreprise de conseil à Paris, il avait développé au fil des années une manière très particulière de considérer les ressources familiales, et notamment moi, comme naturellement disponible à sa convenance. Son mariage avec Nathalie, il y a 8 ans, avait amplifié cette tendance. Ma belle-fille est une femme organisée, efficace, et qui a compris très tôt que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas créer de conflits. Cette combinaison avait produit des résultats prévisibles. Je n'avais pas encore inauguré la maison que son appel est arrivé. C'était un mardi soir de mai. Je venais de rentrer d'une promenade sur le chemin côtier. J'avais encore du vent dans les cheveux et du sable dans les chaussures quand le téléphone a sonné. « Maman !» La voix de mon fils était celle des grands jours, chaleureuse et enjouée d'une façon qui m'a immédiatement mise en alerte. « On t'annonce une bonne nouvelle. On arrive en juillet. » J'ai souri malgré moi. Voir mon fils, même avec ses travers, me faisait toujours quelque chose. « C'est bien, mon grand. » Quand exactement? Du 15 au 6 août. 3 semaines. C'est parfait avec les vacances scolaires. 3 semaines. J'ai calculé rapidement. Presque tout le mois de juillet en haute saison bretonne. D'accord. Vous êtes combien? Un silence d'une demi-seconde. Le genre de silence qui prépare quelque chose. Alors, écoute, Nathalie a eu une idée formidable. Ses parents n'ont jamais vu la Bretagne. Ses sœurs avec leurs enfants adoreraient et son frère Sébastien venait justement de terminer son chantier. Bref, on sera une quinzaine. Je me suis assise sur le banc de l'entrée. 15 personnes. Oui, enfin, c'est selon. Peut être 6 avec le copain de Lucie. Tu as 5 chambres, non? On se débrouillera. Et tu sais, comme Nathalie apprécie ta cuisine bretonne, elle a déjà dit à ses parents que tu ferais des galettes maison tous les matins. Son père est un grand amateur de fruits de mer. Alors si tu pouvais prévoir des plateaux le week-end, son frère est intolérant au gluten, et les jumeaux de sa sœur ne mangent pas de poisson. Mais ça, tu gères ça très bien. J'ai gardé le silence si longtemps qu'il a fini par demander. « Maman, tu es là? Je suis là? Isnaud. Alors, c'est bon? Nathalie voulait que tu le saches maintenant pour que tu aies le temps de t'organiser. » Il n'avait pas posé une question. Il avait émis une information. Comme on annonce un plan logistique à quelqu'un dont le rôle est d'exécuter. « Je vais y réfléchir », ai-je dit, et j'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Mais quelque chose s'était mis en mouvement à l'intérieur.
Une chose que je reconnaissais à peine tant elle était nouvelle ou plutôt tant elle avait été longtemps assoupie. Une colère propre, précise, sans hystérie. La colère de quelqu'un qui comprend exactement ce qui est en train de se passer. Les souvenirs sont remontés dans l'ordre comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. L'été de mes 58 ans, quand Édouard et Nathalie avaient squatté mon appartement lyonnais pendant 2 semaines, juste le temps de faire des travaux dans le leur. Nathalie avait réorganisé mes placards de cuisine selon son système à elle, en m'expliquant que c'était plus pratique. À mon retour de vacances, je n'avais plus retrouvé mes affaires. Le réveillon de Noël chez moi, toujours chez moi, avec la famille de Nathalie que je ne connaissais pas et pour laquelle je cuisinais depuis 7 heures du matin. Édouard qui disait à ses beaux-parents « Ma mère adore recevoir. Elle est dans son élément. » Et moi qui souriais, parce que c'était plus simple. Le plus douloureux n'était pas leur comportement. C'était le mien. J'avais laissé faire. Année après année, j'avais trouvé des raisons. L'harmonie familiale, voir mes petits-enfants, ne pas passer pour la belle-mère acariâtre. En réalité, j'avais simplement peur. Peur que mon fils m'aime moins si je cessais d'être utile. Cette peur m'avait coûté des étés entiers. Elle avait failli me coûter Bernard, qui ne comprenait pas comment une femme aussi indépendante dans sa vie professionnelle pouvait se laisser ainsi dépouiller de son espace personnel. « Marguerite, tu es pharmacienne. Tu gères une équipe de 8 personnes. Comment tu ne peux pas dire non à ton fils ?» Je n'avais jamais su lui répondre. J'ai appelé Sophie. Elle a décroché à la première sonnerie. Quand je lui ai exposé la situation, son silence a duré exactement 3 secondes. « Non. Non, quoi? Non, pas cette fois. Maman, tu as mis 38 ans à gagner cette maison. Elle n'est pas un gîte gratuit pour la famille de Nathalie. Un temps. Et, d'ailleurs, Ivor, j'ai entendu sourire dans sa voix avant même qu'elle continue. Justement, tu te souviens de ce que tu m'avais dit au printemps? Que tu pensais à l'enregistrer comme gîte rural pour quelques semaines par an? Histoire d'amortir les charges? Je me souvenais. C'était une idée en l'air, jamais concrétisée. Je connais quelqu'un à l'office de tourisme du Finistère, a repris Sophie. On pourrait s'en inspirer. J'ai compris où elle voulait en venir. Sophie, maman, indeed. Nous avons ri toutes les deux. D'un rire que je n'avais pas eu depuis longtemps complice, légèrement coupable et profondément libérateur. Les jours qui ont suivi ont été les plus actifs depuis mon installation en Bretagne. Sophie connaissait une graphiste qui a créé en 48 heures une belle fiche de présentation du gîte, avec des photos de la maison prises sous leur meilleur angle. J'ai ouvert un compte sur une plateforme de location saisonnière avec des disponibilités soigneusement calculées fermées pour exactement les 3 semaines qu'Édouard avait annoncées. Puis j'ai appelé mon fils. « Édouard, j'ai réfléchi à ta proposition. Je suis désolée de te décevoir, mais ces dates sont impossibles. J'ai des locataires. » Silence. Des quoi? Des locataires. J'ai enregistré la maison comme gîte rural. J'ai un groupe qui arrive le 15 juillet. Une famille anglaise qui a réservé pour 3 semaines. Le contrat est signé, il y a des heures versées, je ne peux légalement pas annuler. Mais maman, c'est ta maison. Tu pourrais. Édouard. Ma voix était douce, mais très ferme. Cette maison, c'est aussi mon revenu complémentaire, depuis ma retraite. Je ne peux pas annuler une réservation payante pour raisons personnelles. Ce serait une faute contractuelle. If he wasn't to the cases. Il a essayé plusieurs angles pendant 10 minutes. J'ai tenu chaque fois, agréablement, sans m'énerver. Comme si j'expliquais à un client pourquoi je ne pouvais pas lui délivrer un médicament sans ordonnance avec toute la bienveillance du monde et aucune marge de négociation. Et après le 6 août, a-t-il fini par demander? J'ai d'autres réservations. Mensonge serein. La saison est bien remplie cette année. La prochaine fenêtre libre, c'est mi-septembre. End Christ. Quand j'ai raccroché, j'ai trouvé Bernard sur la terrasse, qui regardait la mer avec son air de ne pas avoir entendu. Mais quand je me suis assise à côté de lui, il a mis sa main sur la mienne sans un mot. Cela valait tous les commentaires. La semaine suivante, j'ai reçu un message de Nathalie. Je dois reconnaître que ma belle-fille a le sens de la formulation. Le message était long,
bien structurée, commençait par des compliments sur la maison qu'elle n'avait jamais vue et se terminait par une suggestion à peine voilée. Si la famille anglaise annulait, il faudrait bien sûr prévenir Édouard en priorité. Elle ajoutait que ses parents étaient tellement déçus, que les enfants avaient déjà rêvé de la mère et que c'était dommage de privilégier des inconnus à la famille. J'ai relu le message 3 fois. Puis j'ai répondu simplement « Je comprends votre déception. Malheureusement, mes engagements contractuels ne me permettent pas de modifier les réservations en cours. J'espère que vous trouverez un hébergement qui vous conviendra en Bretagne. La région est magnifique. » Bien à vous. Sophie m'a appelé ce soir-là pour prendre des nouvelles. Quand je lui ai lu ma réponse, elle a dit « Maman, tu es mon héroïne. » Instinct. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'Édouard et Nathalie décideraient quand même de venir. Pas pour 3 semaines, pas 15. Mais un vendredi de juillet, mon fils m'a appelé pour m'annoncer qu'ils arrivaient, juste pour le week-end. Toi, moi, Nathalie et les enfants, pour qu'on se voie un peu et que tu rencontres enfin les parents de Nathalie. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Les parents de Nathalie, ils sont en vacances dans la région. C'est une occasion. Juste le samedi soir, un dîner. 8 personnes en tout. Tu fais ça si bien. 8 personnes. Juste un dîner. Sans demander si j'étais disponible, sans se demander si je pourrais avoir d'autres plans. La même logique, à plus petite échelle. J'ai fermé les yeux 1 seconde. Édouard, ce week-end, Bernard et moi avons des amis qui viennent. La maison est prise. Vosewood. Ce n'était pas un mensonge cette fois. Nous avions effectivement prévu un dîner avec nos voisins bretons, le couple Kermarek, qui nous avait si chaleureusement accueillis à notre arrivée. Vos amis et nous, ça peut très bien cohabiter, non? A tenté Édouard. Non, mon grand. J'ai dit ça doucement, mais avec une conviction que je ne me connaissais pas encore tout à fait. Je ne mélange pas mes invités sans leur demander. Et surtout, je ne reçois pas des gens sans les avoir invités moi-même. Silence. Tu as changé? J'ai réfléchi à cette phrase. Non, j'ai simplement arrêté de me taire. Ce n'est pas pareil. Il a raccroché sans répondre. Je me suis assise dans la cuisine, les mains à plat sur la table en chêne, et j'ai regardé le jardin par la fenêtre. Un rouge-gorge sautillait entre les plants de lavande que j'avais repiqués en avril. Le ciel était de ce bleu-gris spécifique à la Bretagne, lumineux et profond à la fois. J'avais quelque chose dans la poitrine que je reconnaissais à peine pas de la culpabilité, comme je l'aurais ressenti autrefois, mais une espèce de tristesse calme pour toutes les années où j'avais choisi autrement. Bernard est entré, a vu mon expression, a mis la bouilloire à chauffer sans rien demander. C'est une des choses que j'aime chez lui. Il sait quand les mots ne sont pas nécessaires. Le vrai tournant a eu lieu 3 semaines plus tard. Édouard m'a appelé un dimanche matin, et cette fois sa voix n'avait pas sa jovialité habituelle. Il était à Paris. Seul, apparemment, j'entendais le silence de l'appartement derrière lui. « Maman, on peut se parler vraiment ?» J'ai dit oui. Il a commencé par des détours, des approximations. Puis, peu à peu, quelque chose s'est desserré dans ce qu'il disait. Il avait eu une conversation avec Nathalie, une vraie, après que j'avais refusé le week-end. Elle lui avait dit que j'étais devenue distante et difficile. Et lui, au lieu d'acquiescer comme à son habitude, s'était entendu répondre quelque chose qu'il ne s'attendait pas à dire. Ou peut être qu'elle a simplement décidé d'exister. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, a-t-il dit. Mais après l'avoir dit, j'ai repensé à plein de choses. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. Le réveillon de Noël, il y a 2 ans. Tu avais commencé à préparer à 6 heures du matin. Je l'ai su parce que Sophie me l'a dit. Des mois après. Sur le moment, je n'avais même pas fait attention. Je crois que je pensais que tu aimais ça. J'aimais vous voir. Je n'aimais pas être invisible dans ma propre maison. Une longue silence. La pharmacie aussi, m'a-t-il dit. Tu travaillais tout le temps? Je crois que je me suis habituée à l'idée que ta disponibilité était illimitée. Comme si tu n'avais pas de vie propre en dehors de ce que tu faisais pour nous. C'était la chose la plus lucide que mon fils m'ait dite depuis des années. J'ai senti quelque chose se détendre quelque part, lentement. Je n'aurais pas dû appeler pour annoncer 15 personnes chez toi. Il a marqué une pause. Je n'aurais pas dû appeler pour annoncer quoi que ce soit, en fait. J'aurais dû demander. Oui,
Eveline. Est-ce que la famille anglaise existe vraiment? J'ai souri malgré moi. Non. Il a ri un rire bref, surpris, pas sans amertume. Sophie. Sophie. Elle t'a toujours mieux défendu que moi. Elle a appris à me voir. Toi, tu n'avais jamais eu à le faire. J'étais toujours là, disponible, sans qu'il soit nécessaire de regarder vraiment. La conversation a duré 1 heure et demie. Nous avons parlé de choses que nous n'avions jamais abordées. L'époque où son père était malade, quand il avait 11 ans, et que j'avais tout porté sans jamais me plaindre devant eux. La façon dont cette solidité de façade l'avait conduit, sans qu'il en soit conscient, à me traiter comme une ressource inépuisable plutôt que comme une personne. La peur que j'avais toujours eue de le perdre, qui m'avait rendu complice de ma propre mise à l'écart. « Tu ne peux pas me perdre en me demandant du respect », lui ai-je dit à un moment. « Tu peux me perdre en continuant comme avant. » Il a mis du temps à répondre. « Je comprends. Et Nathalie ?» Un soupir. « Nathalie et moi, on a des choses à régler. Ce n'est pas simple. Mais ce que j'ai compris cette semaine, c'est que ce n'est pas en te sacrifiant que j'arrangerai quoi que ce soit chez moi. » Je n'ai pas commenté. Ce n'était pas mon couple. Mais j'ai noté quelque chose de différent dans sa façon de le dire, plus adulte, moins dépendant de ma validation. Avant de raccrocher, il a demandé « Est-ce qu'on pourrait venir en septembre? Juste Nathalie et moi, et les enfants. Pas la famille entière. 4 personnes. Vous pouvez demander? C'est ce que je fais. » J'ai réfléchi 1 seconde. Oui, en septembre ce serait bien. L'été s'est déployé ensuite, avec la lenteur généreuse des étés bretons. Bernard et moi avons inauguré la maison, comme je l'avais imaginé. Des mois plus tôt, un dîner avec les Kermarek, des homards achetés au marché de Quimper le matin même, le soleil couchant sur la terrasse, du cidre millésimé d'un producteur que notre voisin nous avait recommandé. Pas de gestion des allergies des uns et des régimes des autres, pas de vaisselle pour 6 personnes à minuit, juste la table mise avec soin, des gens que j'avais choisi d'inviter et une conversation qui a duré jusqu'à ce que les étoiles soient bien installées dans le ciel. Sophie est venue en août, 1 semaine, seule. Nous avons marché le long des falaises, nous avons mangé des crêpes debout au bord d'une route, nous avons lu dans des transats côte à côte sans ressentir le besoin de parler. Un soir, elle m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas quelque chose entre la fierté et le soulagement. « Tu es différente ici, maman. » Différente comment? Présente. Comme si tu existais vraiment au lieu d'être en train de t'occuper de tout le monde. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais été tellement occupée à être utile que j'avais oublié d'être moi. 38 ans de comptoir, de garde, d'être disponible, les étés sacrifiés, les Noëls gérés, les besoins des autres catalogués et satisfaits pendant que les miens restaient dans un tiroir fermé à clé. Cette maison en pierre grise, avec ses volets bleus et son jardin qui descend vers la mer, était la première chose que j'avais faite uniquement pour moi depuis très longtemps. Et j'avais failli la laisser devenir autre chose, un gîte non tarifé, une cantine familiale, la scène d'un été que je n'aurais pas choisi. Fin août, j'ai reçu une carte postale, manuscrite, ce qui était déjà rare. C'était la belle-sœur de Nathalie, Lucie, qui avait finalement passé ses vacances dans un camping en Finistère avec son mari. Elle écrivait que la Bretagne était plus belle qu'elle ne l'imaginait, qu'elle comprenait pourquoi j'avais choisi de m'y installer et qu'elle espérait qu'on pourrait se connaître un peu mieux à l'occasion, dans des conditions plus civilisées que notre arrivée manquée du printemps. Elle n'a pas précisé ce qu'elle entendait par là, mais j'ai apprécié la pudeur de la formulation. De Nathalie, rien. Je n'en attendais pas. En septembre, Édouard est arrivé avec sa femme et leurs 2 filles, un vendredi après-midi. Il avait appelé 3 jours avant pour confirmer, avait demandé s'il y avait quelque chose à apporter, avait précisé qu'il repartirait le lundi matin pour ne pas s'imposer. Quand ils ont garé la voiture dans l'allée, j'étais sur la terrasse avec Bernard. Édouard est monté vers moi, a hésité 1 seconde, puis m'a serré dans ses bras différemment de d'habitude plus longtemps, plus sincèrement, sans la légèreté un peu expéditive des retrouvailles habituelles. Nathalie m'a dit bonjour avec une politesse neutre. Ce n'était pas de la chaleur, mais ce n'était pas non plus l'assurance tranquille de quelqu'un qui se croit chez elle.
J'ai perçu quelque chose d'inhabituellement retenu dans ses gestes, dans sa façon de regarder la maison comme si elle comprenait, pour la première fois, qu'elle était une invitée. Les deux filles ont couru vers le jardin, attirées par le chemin qui descendait vers la mer. Édouard s'est tourné vers moi avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps, son sourire d'enfant, sans calcul dedans. « Maman, c'est exactement toi, cette maison. Tout is Ward. » J'ai regardé la façade en granit, les volets que j'avais choisis moi-même dans une nuance de bleu légèrement passée, les rosiers grimpants que le voisin m'avait donnés en bouture au printemps. « Oui, ai-je dit? C'est exactement moi. » Le week-end s'est passé, simplement. Nous avons cuisiné ensemble, pas moi seul, mais ensemble. Édouard épluchant les pommes de terre pendant que je préparais le beurre blanc, Nathalie mettant la table sans qu'on le lui demande. Les filles ont appris à reconnaître les rochers à marée basse avec Bernard, qui a une patience infinie pour les enfants. Un soir, Édouard et moi avons marché jusqu'au phare, comme nous le faisions quand il était adolescent et que nous venions en vacances sur cette côte. Nous avons peu parlé. Mais ce silence-là était différent de tous les silences que nous avions eus ces dernières années. Il n'y avait rien de non dit dedans. Le lundi matin, avant de partir, il s'est arrêté dans l'entrée et m'a regardé. « Je voudrais qu'on se voie plus souvent. Pas seulement en vacances. Moi aussi. Je ferai des efforts. » J'ai posé ma main sur son bras. « Je ne demande pas des efforts. Je demande juste que tu me vois. » Il a hoché la tête lentement. J'ai cru voir quelque chose briller dans ses yeux, mais il s'est détourné avant que j'aie pu en être sûr. Quand leur voiture a disparu au tournant du chemin, Bernard m'a rejointe sur le perron. Nous sommes restés un moment sans rien dire, à regarder la route vide. « Alors ?» a-t-il demandé. « Alors ?» J'ai respiré l'air du matin, qui sentait l'iode et la lavande. Je crois que c'était un vrai début. Il a mis son bras autour de mes épaules. Nous sommes rentrés dans la maison. Dans ma maison, dans celle que j'avais choisie et défendue et gagnée pas seulement contre les appétits des autres, mais contre cette vieille peur qui m'avait si longtemps empêché d'exister pleinement. Le rouge-gorge était revenu dans le jardin. J'ai mis la bouilloire à chauffer et je me suis assise à la table de la cuisine, face à la fenêtre et à toute cette lumière bretonne que je n'avais toujours pas fini d'apprivoiser. Après 63 ans, j'apprenais quelque chose d'essentiel. Se faire respecter n'est pas un acte d'hostilité. C'est simplement le refus de disparaître. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez-moi un commentaire en dessous. Dites-moi de quelle région de France vous êtes. Et répondez à cette question. Dans ma situation, qu'auriez-vous fait? Votre témoignage compte, et il pourrait résonner pour quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.